Le choix du midi 15h à l'heure où le crédit se resserre, à l'heure de la rigueur, on a choisi de parler des prêts en famille ou avec des proches. Selon le Crédoc, un tiers des 18-24 ans bénéficie d'une aide financière de la famille. Avec nous pour en parler, Sylviane Pantelin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes notaire à Saint-Germain-en-Laye, vous organisez aussi les rencontres notariales. Tout d'abord, quelles sont les règles? Est-ce que je peux prêter facilement comme ça à l'intérieur de ma famille sans en avertir ni le notaire ni l'État, ou je dois respecter des règles bien précises? Alors, il y a une obligation qui est d'abord une obligation fiscale, c'est-à-dire que dès lors où on fait un prêt, au-dessus de au-dessus de 700 € à peu près, vous devez faire une déclaration donc, aux impôts. Donc, obligatoirement, il faut faire enregistrer donc, un prêt. Ça, c'est le principe. S'il y a des intérêts, il faut aussi les déclarer, et même s'il n'y a pas d'intérêt, il faut déclarer. Et puis, il y a la paix familiale et la transparence vis-à-vis des frères et des sœurs, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura des comptes à rendre. Donc, pour cette raison, lorsque l'on fait un prêt à qui que ce soit, et encore plus quand c'est un prêt familial, il est nécessaire d'avoir un écrit. Un écrit, c'est un acte. Et dans cet acte, il sera prévu le montant de ce qui est prêté, s'il y a ou non des intérêts, la période de remboursement, si c'est en une échéance, en plusieurs, et c'est une créance qui, en cas de décès de celui qui a prêté, donc le parent, fera partie de la succession, et donc il y aura une égalité, puisque cet enfant qui a reçu ce prêt devra prendre en moins sur la succession. Donc il y a véritablement, c'est la différence avec la donation où également, on doit en tenir compte au moment de la succession, mais où il n'y a pas à rembourser. Voilà, donc c'est vrai que... Alors pour être clair, oui. Qui doit déclarer en fait? Alors, la déclaration doit être faite par l'emprunteur. L'emprunteur doit déclarer le fait qu'il fait un emprunt, mais le prêteur, s'il y a des intérêts, doit déclarer ce prêt puisque c'est des raisons fiscales. Donc je dirais que ce sont les deux parties, le prêteur et l'emprunteur. L'emprunteur, c'est simplement pour qu'il y ait une trace, car s'il a un contrôle fiscal et dans lequel on lui demande comment il a pu financer son acquisition, il va falloir qu'il puisse justifier que cette acquisition a été faite avec un moyen légal et qui a été légalement déclaré. On peut avoir de l'argent, soit parce qu'on l'a gagné, et à ce moment-là, c'est la déclaration d'impôt, soit parce qu'on l'a emprunté et faut un acte de prêt, ou une déclaration à l'enregistrement de prêt, soit parce qu'on l'a reçu par donation ou par succession, et il faut qu'il y ait des actes également qui montrent qu'il y a bien eu une donation, des successions et des déclarations de fait. Si jamais rien n'est fait, et que ça se passe comme ça, en faisant un chèque sans authentifier ou garantir la déclaration fiscale, eh bien, il peut y avoir une remise en question de l'administration qui pourra dire c'est de l'argent que vous avez gagné, que vous n'avez pas déclaré, avec toutes les pénalisations qu'il peut y avoir, et la pénalisation sur le plan de la famille. Ça, c'est pour les prêts, pour les donations. Alors, c'est quelque chose de différent. Quelle est la réglementation là-dessus? Les prêts, vous nous dites 700 €, c'est quand même pas beaucoup. Oui, le principe, alors je dis 700 € parce qu'on disait c'était 5000 francs, oui, et donc c'est vrai que comme c'est assez rare, j'étais en train de faire un petit peu la connotation. Ça va très vite. Donc c'est une déclaration, mais qui ne veut pas dire qu'il y a un impôt à payer. C'est simplement une obligation. C'est ça la question. Est-ce que celui qui prête, ça lui coûte quelque chose? Alors voilà, il faut savoir que d'abord aujourd'hui, on fait de plus en plus de prêts familiaux. Pourquoi? Parce que les banques prêtent plus difficilement et parce que les enfants ont besoin pour leur premier achat notamment ou pour des problèmes familiaux d'avoir une aide familiale. Or, les parents, soit ils font une donation, c'est-à-dire ils font cadeau. S'ils ont plusieurs enfants et qu'ils peuvent faire à chacun, ils font une donation partage, il n'y a pas de souci, mais quelquefois c'est un prêt, c'est-à-dire que c'est une aide ponctuelle. C'est-à-dire, je vais lui prêter, mais je veux plus tard rectifier en faisant la même chose pour les autres enfants et en convertissant en donation, ou alors je souhaite pouvoir récupérer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens de l'aider, mais quand je serai à la retraite, j'aurai peut-être besoin de récupérer l'argent. Le plafond pour les donations, c'est combien? Alors, le plafond pour les donations, il n'y a pas de plafond de donation, mais on est exonéré pour les enfants à environ 159 750 €, à peu près 160 000 € par enfant, et tous les 10 ans. Donc ça, il y a eu une réforme qui a eu lieu et pour les prêts, au mois de juillet. On peut prêter jusqu'à combien? Pour les prêts, on peut prêter autant qu'on veut. C'est complètement différent. Prêter, on peut prêter autant qu'on veut. La seule chose, c'est qu'on doit déclarer aux impôts quand on fait un prêt. Il n'y a pas d'impôt. Le seul impôt pour le prêteur, c'est s'il touche des revenus de ce prêt, c'est-à-dire s'il y a des intérêts qui lui sont payés. Et si des intérêts lui sont payés, c'est considéré comme un revenu. Donc à ce moment-là, il doit les déclarer. Cependant, dans les prêts familiaux, si on parle des prêts familiaux, très souvent, il n'y a pas d'intérêt de verser. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de faire un acte. C'est gratuit.
c'est complètement gratuit. Le seul coût, c'est l'acte notarié. L'acte notarié ou la déclaration qui peut être faite aux impôts, mais l'acte notarié permet de préserver la trace, parce que quand vous allez aux impôts, vous faites juste une déclaration fiscale, alors que chez le notaire, vous faites un contrat, et dans lequel vous pourrez garantir, les parents pourront garantir les modalités de remboursement, les garanties s'il y en a ou pas, s'il y a des intérêts ou pas, et surtout pour prévoir, pour éviter qu'il y ait de remise en question et des disputes familiales avec les frères, les sœurs, ou également la possibilité de transformer plus tard, à l'échéance, en donation, et souvent pour des raisons fiscales, comme c'est tous les 10 ans qu'on bénéficie d'un abattement pour les donations, ça peut être aussi une stratégie de faire provisoirement un prêt qui deviendra une donation si on le souhaite plus tard. Alors les notaires, c'est aussi l'immobilier. On va profiter de votre présence pour parler des problèmes des résidences secondaires. Le 1er février, tout va changer pour les taxations des plus-values. Vous voyez un afflux de propriétaires de résidences secondaires qui veulent vendre en ce moment? Alors il faut savoir déjà aujourd'hui qu'est passé au journal officiel une loi, puisque cette loi qui en effet, pour la plus grande partie, sera en application au 1er février, il y a déjà des effets qui se font en ce moment. Or, à partir de demain, par exemple, à partir de demain, il y a une exonération qui existait, qui n'existera plus. Donc avant le 1er février, par exemple, quand on faisait une plus-value en dehors de la résidence principale, donc pas seulement les résidences secondaires. Secondaire, ça veut dire c'est aussi bien un bien que l'on loue, qui n'est pas une résidence secondaire, un bien que l'on a et qu'on n'occupe pas forcément, c'est tout ce qui n'est pas résidence principale. Donc tous les biens qui ne sont pas résidence principale seront soumis à cette loi. Donc au 1er février, il y aura l'application des plus grandes règles, mais déjà, à compter de demain, il y avait, quand on faisait le calcul de la plus-value, avant de calculer l'impôt, chaque personne qui vendait, par exemple, si c'est une personne seule, elle avait 1 000 € de moins sur la plus-value, et si c'était un couple, 2 000 € de moins. À compter de demain, puisque c'est paru au journal officiel aujourd'hui, ça n'existera plus. Également, à partir du 1er octobre, l'impôt lui-même sur la plus-value va être augmenté, parce qu'il y a des prélèvements, CSG et autres, qui vont être augmentés, et donc nous allons passer de 31,3 à 32,5. Concrètement, vous voyez donc, sur le marché, tout bouge là sur le marché. Et la plus grande partie. Alors, tout bouge, non, il y a beaucoup d'inquiétudes. Où est-ce que justement ça se gèle? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois, il y a beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes. À la fois, vous avez ceux qui sont concernés par le délai, le fameux délai qui était de 15 ans et qui va passer à 30 ans, et ça sera applicable au 1er février 2012. Donc là, ils se disent, moi, ça fait 15 ans que je suis propriétaire ou 17 ans, donc je vais vite mettre sur le marché pour arriver à vendre, puisque c'est à l'acte authentique qui sera signé au 1er février, pour essayer de vendre, pour ne pas être pénalisé par rapport à la plus-value. Donc il y a ceux qui en ce moment sont en train de vendre. Et puis après, on va justement avoir sans doute un arrêt, parce que tous ceux qui seront concernés par une plus-value vont prévoir et avoir une forte plus-value, puisqu'il y aura beaucoup d'abattements en moins, et notamment des forfaits travaux en moins, et bien vont garder le bien en se disant, si c'est pour vendre et payer en gros un tiers en plus-value, alors qu'il y a des exonérations qui sont peu importantes, et à partir de la 5e année, et très peu, avant c'était 5%, maintenant c'est 2%, etc., eh bien ils vont préférer le garder que de le replacer sans savoir exactement où le placer. Merci Donc beaucoup. je pense que c'est très difficile de savoir s'il y aura précipitation ou pas. On va être en 2 temps. On va voir ça. Merci Sylviane Plantin. C'est compliqué. Mais vous nous avez bien expliqué en tout cas. Merci, c'est gentil.